Euh, et c'est pourquoi, dans cette table ronde, ont été rassemblés 6 enquêteuses, ou 6 enquêteurs, en fait 6 chercheuses et chercheurs stéphanois des spécialités différentes, des sciences humaines, un spécialiste de l'art, historien, géographe, designer, en attendant une ouverture plus large de terre vers d'autres sciences euh, plus sont tournées sur la nature ou la physique, etc. Et ils vont en 10 minutes, donc c'est un temps assez court, rendre chacun compte de leur mode et pratique d'enquête de l'Anthropocène, sur l'Anthropocène, dans l'Anthropocène, puisque l'enquête, dans ce cas-là, n'est pas forcément un objet extérieur. Donc, je ne vais pas les présenter, vous gagnez un temps, les présenter au fur et à mesure qu'ils viendront parler devant ce qu'on peut appeler la tribune, qui est en fait l'ordinateur maître connecté à l'extérieur. Et donc, j'invite Gwenaëlle Bertrand, qui est maîtresse de conférence en design à l'UJM, au CIRET, qui va nous présenter des protoformes pour d'autres communs entre héritage de la civilisation industrielle et des constructions des savoirs. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je vais commencer déjà par vous expliquer un petit peu le terme protoforme, qui n'est pas d'usage assez courant. Je le tiens d'un architecte designer Alexandro Manzini, pour qui en fait les protoformes étaient des objets expérimentaux. Et donc, il les pensait en rapport avec les humains. C'est vraiment cette notion-là de rapport objet humain qui m'intéressait, plutôt que traditionnellement les besoins. Et donc, cet architecte et designer Alexandro Manzini s'intéressait plutôt à la question du comment au lieu du pourquoi. Et ces protoformes étaient donc des objets de réflexion théorique. Et ça, c'est assez inhabituel dans le milieu du design, puisque enfin, vous le savez certainement, le design s'inscrit dans le processus d'industrialisation de nos sociétés. Et c'est d'ailleurs pour ces raisons qu'on peut se dire que le design est d'une certaine manière complice du phénomène anthropocène. Et si on admet effectivement que l'humanité est une force géologique à part entière, c'est parce que l'humanité a su extraire des ressources naturelles, les transformer, et que ces ressources naturelles transformées, eh bien, étaient l'affaire évidemment d'entrepreneurs, d'ingénieurs, mais aussi de designers. Ce dont je peux vous parler un petit peu brièvement aujourd'hui, c'est que ce n'est pas évident de former le futur designer. J'enseigne, je forme le futur designer, et donc ce n'est pas évident de le faire avec cette idée de départ que ce pourquoi les étudiants sont venus se former, ceux qui aiment dans le métier du design, doivent profondément évoluer. Et donc, on a besoin de faire évoluer ce métier pour tout concevoir comme on concevait il y a déjà plusieurs décennies, pour la simple raison que nous sommes plus nombreux qu'avant, et même si la majorité n'a pas accès au confort d'être bien logé, bien équipé, il n'en reste pas moins que la majorité aspire à ce modèle de vie. Et donc, il nous faudrait une terre et demie en plus pour subvenir aux besoins matériels de l'ensemble de la population. Cette terre et demie en plus, vous le savez, nous l'avons pas. Les ressources s'amenuisent drastiquement. Vous connaissez sans doute le jour du dépassement mondial cette année. Il a été fixé au 22 août 2020 et à cette date, donc depuis cette date, tout ce que nous consommons de la terre, tout ce que nous extrayons de son encre, eh bien, ne pourra plus se régénérer. Donc, ce qui nous pose un problème de fond. Bien entendu, vous savez aussi peut-être que de grands efforts sont faits dans le milieu, en tout cas industriel. On parle plus simplement d'économie linéaire, mais aussi d'économie circulaire. Tout simplement, le designer, le concepteur doit prendre tout le cycle de vie d'un produit avant d'avoir une première idée de projet. Donc, ça
remarquerez aussi qu'on reste dans le même modèle, le même système, celui de l'exploitation, celui de l'extraction de matières naturelles. Et donc, en tant que designer, on hérite de cette tradition industrielle. On est au moment où, en fait, on va travailler avec l'industrie, et donc une tradition caractérisée par l'exploitation. Et avec les étudiants, on a cherché ensemble des marges, des manières différentes de procéder, mais toujours de garder leur désir de concevoir, car ils sont là parce qu'ils ont envie de produire des choses. Et on s'est dit comment on peut produire tout en étant en accord avec des réflexions environnementales, climatiques et sociales. Et donc on s'est intéressé sur les traces que laisse l'industrie lourde, notamment pétrolière, en nous focalisant sur le déchet plastique. Et plus encore, je leur ai proposé un paradoxe presque insoluble, qui est de pratiquer le projet de design sans que la mise en action du designer accentue le déséquilibre quantitatif entre les matières vivantes et les matières artificielles. Donc, pour être tout à fait honnête avec vous, lorsque j'ai présenté le sujet, les étudiants étaient vraiment inquiets, parce qu'ils avaient l'impression d'être bridés dans leur créativité, alors qu'au contraire, je leur demandais vraiment d'investir un territoire, un lieu de recherche, un terrain de recherche très peu connu en France. Et donc, bien sûr, il a fallu travailler avec eux, leur montrer des exemples, revoir l'histoire du design à travers des figures qui ont marqué le réemploi, ce type de recherche-là. Et bien sûr, je les ai d'autant plus sensibilisés sur la question des plastiques qui se retrouvent dans nos océans, nos assiettes et même dans nos poches. Et donc là, on a tous conclu, fort heureusement, que les plastiques, le déchet, le plastique était vraiment une trace qu'on ne pouvait plus ignorer. Là, vous avez un exemple à gauche, donc issu d'un article scientifique, des photographies qui montrent qu'effectivement, le plastique est devenu constitutionnel de la roche. À droite, vous avez une photo nette qui, elle, a cherché à sensibiliser le public à travers différentes photographies sur l'enjeu de se saisir des déchets plastiques. À cela, donc on a beaucoup expérimenté la matière, le déchet. Donc ici, vous avez Manon qui, elle, se saisit de la matière, elle s'est attardée sur des jeux de composition, d'agglomérat, parce que vous savez que le plastique recyclé perd énormément d'électricité, donc c'est aussi une manière de retrouver un intérêt. Chloé et Adrien, eux, ont préféré abandonner la matière plastique que l'on connaît aujourd'hui au profit de condensate, plus ou moins la caséine, obtenue à partir de fermentation de lait. Donc eux, ils ont récupéré dans une ferme du lait qui était destiné au rebut et ils ont travaillé à partir de ça. Vous avez ici Virginie qui a souhaité revaloriser la matière en prenant du temps dans son réemploi, donc travail à la main, comme ça, construction naturelle. Et donc elle a dû se fabriquer ces petits outils. Et là, c'est très important et intéressant pour moi en tant qu'enseignante-chercheuse, parce que finalement, on s'est rendu compte qu'on était très bien outillés pour produire à partir de rien. On peut créer. Mais par contre, on n'est absolument pas outillés, nous ne disposons d'aucun outil pour recycler les matières qui sont tout autour de nous et les transformer dans une logique de réemploi. Et donc, à partir de cet ensemble d'expériences très expérimentales, au bout de ces 25 heures de cours, c'est quelque chose d'assez réduit, ce qu'on a perçu, c'est que finalement, ce qu'il fallait déconstruire en tant que designer, c'est la notion de confort, hérité de la modernité. Donc déconstruire non seulement l'esthétique bien fait, hein, autour de nous, de ces jolis produits parfaits, mais qui finalement s'adaptent très mal dans le temps, finissent par les décharges et ne permettent pas aux propriétaires d'en devenir acteurs. Et l'enjeu, en fait, derrière ce bricolage individuel, hein, qu'on a essayé de saisir avec les étudiants, c'est celui de l'appareil productif. Alors là, vous avez Ivan Illich qui prenait une société conviviale grâce à l'outil convivial, au service toujours d'une intentionnalité, et Lewis Stanford qui préconisait un investissement de l'humain dans la technique pour résister à ce qu'il nommait la méga machine. C'est résister à finalement celle qui nous plonge
dans un coma mécaniquement assisté. Là, en fait, on utilise aujourd'hui des machines sans vraiment les comprendre. On est nombreux à ne pas savoir coder et pourtant nous utilisons tous les jours un ordinateur. Et donc, vous avez des philosophes, des techniques qui ont déjà raconté toutes ces choses et qui nous prévenaient cette fausse magie des objets fermés auxquels on ne comprend rien et qui nous tendaient à aller voir des objets techniques ouverts de grande véracité. Et donc, en plus de cette véracité, nous avons aussi compris avec les étudiants que repenser l'appareil productif consistait aussi à aller vers une économie de la fonctionnalité, une économie servicielle, dont la primauté est donc donnée à un service plutôt qu'à la propriété privée. Donc, pour conclure rapidement, vous avez sans doute, j'espère, perçu que, à travers ces petites 25 heures de cours, il s'agissait avec les étudiants de se forger un point de vue personnel et collectif, une réflexion en dehors des chaînes industrielles conventionnelles, et également cette invitation à réfléchir avec les étudiants nous permettait de remettre la pratique, le faire, la manipulation des matières dans un processus de déconstruction des savoirs. Ça aussi, c'était un enjeu très important pour nous. Et plus largement, on est entré dans un processus de recherche-création. Ouais, je vous remercie. Bien. Merci Gwenaëlle pour cette présentation. Donc, je laisse la parole à Michel Lepère, qui est maître de conférence en histoire à l'université Jean Monnet, qui va nous présenter un travail collectif sur la reconstitution numérique d'un paysage englouti, un retour avant la bifurcation. Voilà, Michel va s'installer, je dis ça pour les gens à distance. Ça oblige à un changement d'intervenant. Mesdames, Messieurs, à l'origine, il y a deux projets de recherche. L'un portant sur le crassier métallurgique de Châteauneuf, près de Rive-de-Gier, qui est élaboré au fur et à mesure au XIXe siècle, à partir de 1935. Et puis de l'autre, il y a les gorges de la Loire et ce barrage de Grandjean, à l'ouest de Saint-Étienne, mis en eau en 1957. Deux projets qui n'ont pas à première vue beaucoup de points communs. Et pourtant, au fur et à mesure, les deux équipes qui travaillaient sur ces sites se sont aperçues, et en bonne partie en raison de l'apparition de l'art, se sont aperçues qu'il y avait un point commun. Et ce point commun, nous l'avons dénommé, nous avons parlé de sites sacrifiés, c'est-à-dire de lieux, de sites qui ont été pollués, dégradés, détruits par l'action de l'homme en vue d'une production industrielle notamment, lors de l'Anthropocène, c'est-à-dire une période que nous avons d'une manière tout à fait provisoire probablement, située entre le début de l'industrialisation, fin XVIIIe siècle, et nos jours. Nous sommes ici en train dans cette idée des traces de l'Anthropocène, car effectivement, les deux projets ont fait apparaître des similitudes. Des lieux qui ont été, disais-je, pollués en raison de l'action de l'homme. Le crassier de Châteauneuf, à peu près 7 hectares, avec
des métaux lourds, avec toute une série de produits dangereux pour l'environnement. Et puis, de l'autre, le barrage de Grandjean, 365 hectares, qui ont ennoyé des activités humaines, des logements, des infrastructures ferroviaires et routières. C'est-à-dire que le site sacrifié et les traces qu'il y avait ici, vous pouvez le concevoir, ne se présentent pas de la même manière. D'un côté, elles sont visiblement difficilement minables, puisque ce crassier s'impose et que là, il est présent, incontournable, pourrait-on dire. Et de l'autre, nous avons les gorges de la Loire qui ont été effacées de l'histoire. Alors, que pouvait-on faire? On a essayé d'élaborer dans les deux cas ce que j'appellerais une méthodologie de la compréhension de l'objet dans une interdisciplinarité, puisqu'il y avait des biologistes, un biologiste, Cyril Connor, un ingénieur SIG, Pierre-Olivier Mazagol, un étudiant SIG, Pierre Niangret, et moi-même, historien patrimonialiste. Nous avons essayé de comprendre un objet de différentes manières et d'en percevoir les spécificités autour de cette question des traces de l'anthropologie. Nous sommes arrivés très rapidement à une question: réversibilité, irréversibilité. Comment pouvait-on répondre à cette question? C'est très difficile, l'irréversibilité pour le crassier de Châteauneuf, ou alors il faudrait des moyens logistiques et des sommes prodigieuses dont personne ne dispose véritablement. En revanche, la réversibilité pourrait apparaître comme possible, potentiellement possible, dans le cas des gorges de la Loire. Et c'est ainsi que, par une géovisualisation en 3D, nous avons pu essayer de restituer ce qui avait été englouti en 1957 pour donner de l'hydroélectricité à l'industrie stéphanoise, grâce à des archives, grâce à des films, grâce à des orthophotos, grâce à des témoignages, des mémoires, car il y avait là des hommes qui vivaient, qui travaillaient, qui s'amusaient, qui bourraient. Eh bien, nous avons pu rétablir cet espace de vie et, d'une certaine manière, dépasser la question de la trace. C'est ainsi qu'a été élaborée une petite vidéo d'une minute à peu près que nous allons maintenant passer. Donc vous avez là les différents objets qui ont été réalisés sur la maquette par le travail notamment de Pierre Mondret et de Pierre-Olivier Mazagol. Pour conclure, je dirais que l'enjeu de ces deux recherches a été de nous montrer comment l'Anthropocène, tel qu'il pouvait être abordé, compris, avait, sur un territoire qui n'était pas très loin d'une autre, qui est sur notre territoire, avait pu laisser des empreintes, avait pu laisser des cicatrices que l'on pouvait non seulement étudier, mais peut-être revisiter, et que l'on pouvait essayer d'utiliser comme point de départ pour une restitution d'un état antérieur. Alors tout cela évidemment virtuel, mais c'est un moyen aussi pour peut-être des étudiants ou un grand public de comprendre ce que pouvaient être ces lieux bien avant l'activité de l'homme ancien.
Merci Michel. Donc, à une autre échelle et un autre type de traces. On va continuer l'exploration justement de ces traces avec Simon Killinger, designer-chercheur à la School Design à Saint-Étienne, et qui va nous présenter des traces pour redesigner notre rapport au monde. Voilà, donc je lui laisse la parole. Merci. Bonjour, je souhaite introduire ma présentation avec ces lignes formulées par Jacques Bonaval, alors directeur de l'École des Beaux-Arts de Saint-Étienne, à l'occasion de la première édition de la Biennale internationale design en 1980. Il faut procéder avec les objets contemporains à la manière des anthropologues qui analysent l'outil traditionnel pour s'immiscer dans la structure mentale des sociétés dont ils émanent. À partir de la démarche design, repérable dans l'objet, avec ce qu'elle comporte de volontaire et d'inconscient, c'est la pensée et les enjeux de notre temps qui sont à décrypter. L'objet n'est que le palimpseste des structures psychologiques de la société que le conçoit. Bien au-delà du style et de la fonction qui opère sur ou à travers une surface, le design d'un objet, d'une image, d'un bâtiment ou des infrastructures est toujours la traduction d'une pensée et donc la matérialisation des valeurs sociales et politiques. Le design occidental, né avec la révolution industrielle, adopte ainsi le raisonnement de la machine qui se traduit en artefacts et usages standardisés, représentés par un décor sans ornement, à la fois universel et sériel. La société de consommation après-guerre incorpore les idéaux capitalistes, l'innovation, la croissance des statuts au travers de la gamme et le design. Celui-ci s'exprime par des matériaux comme le plastique ou par une esthétique aérodynamique de surface lisse, camouflant des réalités matérielles impossibles. Mais ces sociétés industrialisées de la production et de la consommation de masse génèrent aussi un design de contre-culture décrivant des valeurs opposées. À la fin du XIXe siècle, William Morris confronte ainsi l'artisanat à l'industrialisation. Avec un travail sur mesure et des dessins organiques, il manifeste contre une expression stéréotypée issue de relations homme-machine. Le mouvement du design radical, qui émerge dans les années 1960, questionne quant à lui les idées modernistes tracées par le Deutscher Werkbund, le Bauhaus ou l'école de Lille. Andrea Pranzi et Torsten Sachs, par exemple, réintroduisent le savoir-faire artisanal et leur mouvement en proposant de petites séries d'objets absurdes et ludiques qui provoquent par le superflu et l'inutile. En outre, ces designers et architectes radicaux développent des positionnements critiques dans une période de grande accélération et rendent visible une démarche culturelle et politique créant artificiellement des besoins qui transforment les citoyens en consommateurs. Peu de professions sont plus pernicieuses que le design industriel. Il n'y a peut-être qu'une autre profession qui soit plus factice. Le design publicitaire qui persuade les gens d'acheter des objets dont ils n'ont pas besoin avec de l'argent qu'ils n'ont pas, afin d'impressionner les gens qui sont morts, constate Victor Papanek, et confronte le design industriel de masse avec des formes et une esthétique de ça. Inspiré par les propositions de géo-ingénierie de Patrick Fortuner, aussi bien Victor Papanek comme Stuart Brown s'inscrivent dans une contre-culture de niche écologique pour une élite blanche qui se fonde sur la maîtrise et l'extériorité de l'objet nature. Les périodes de la révolution industrielle et de la grande accélération sont aujourd'hui, parmi d'autres, en discussion pour marquer le début d'une nouvelle époque géologique
celle de l'Anthropocène. Le terme a été introduit par Paul Crutzen et James Lerner pour nommer une mutation environnementale provoquée par les activités humaines, à savoir l'agriculture, le colonialisme, l'industrialisation, l'urbanisation ou le consumérisme. En ce sens, l'homme aurait créé une nouvelle couche géologique archivant les traces anthropogéniques, le plastique, le béton, les radioisotopes, le génocide. En partant du constat que le design ainsi que la culture visuelle et l'anthropocène sont intrinsèquement liés, le Deep Design Lab, un studio de design, recherche et d'activité de design, s'intéresse aux projets qui explorent des objets, des images, des infrastructures qui modélisent notre pensée moderne, les valeurs sociales et politiques devenues formes et qui conditionnent l'anthropocène en conséquence. Le terme deep renvoie ici à un design profond qui défie la vision moderne du monde et du design. Celle-ci se caractérise par un style qui masque et simplifie les relations pourtant complexes et interconnectées. Au lieu d'un design actualisant les dualismes comme nature-culture ou objet-sujet, comment rendre visibles les alliances qui font partie intégrante de nos vies? En questionnant la performativité du design et sa capacité à créer des valeurs sociales et politiques, comment matérialiser une idéologie post-anthropocentrique qui puisse se traduire en attitude? Autrement dit, comment concrétiser les dépendances pour défaire des fictions modernes et coloniales qui évoquent la nature ainsi que les êtres humains déplacés en tant qu'objets et ressources exploitables et maîtrisables à l'infini? Avec ces questions se positionnent 3 projets actuellement menés au sein du Design Lab. Avec Soustraire, la designer Mathilde Pelé définit une nouvelle stratégie de décroissance par la soustraction. Au-delà d'un design purement critique et spéculatif, Maison Soustraire est une expérimentation qui explore les questions actuelles. Comment reconfigurer son habitat, les objets et les usages afin de créer de nouvelles scénographies pour un monde désormais instable et en réaménagement. À quoi je tiens? De quoi je dépends? Du 19 octobre au 13 décembre, Mathilde Pelé vivra dans son appartement à Saint-Étienne. Pendant 8 semaines, la matière des 112 objets présents dans son lieu de vie sera amenée à être extraite progressivement, ce qui entraînera une reconfiguration continue de l'espace, des objets et des usages. En présence d'un tiers des matières restantes, elle cherchera les limites matérielles des objets, des usages et testera les formes successives de fonctionnalité de son habitat. L'arbitrage des soustractions, quels objets sont diminués, sera dirigé par des citoyens qui auront la possibilité de soumettre leur choix sur un site internet dédié à l'expérimentation. L'histoire de Saint-Étienne est étroitement liée à l'histoire de l'extraction de sol par l'homme. Les mines en tant qu'artefacts de l'Anthropocène sont le reflet des transformations environnementales provoquées par l'action humaine, comme l'extraction des ressources, le déplacement de la terre ou la pollution des sols. Comment le design peut-il contribuer à rendre à nouveau habitables ces paysages altérés? Comment instaurer un nouveau contrat de cohabitation entre humains et non-humains? Avec Renommée, le designer Jean-Sébastien Poncet s'intéresse à l'histoire des sols et de leur métabolisme en proposant des outils et des scénarios pour faire monde avec la renommée du Japon. Cette plante, exotique, dite invasive, possède de nombreuses propriétés d'usage, notamment en rémédiation du sol. En suivant les saisonnalités et les mobilités de la plante, Jean-Sébastien Poncet expérimente une ferme urbaine dont l'activité s'articule autour des qualités de celle-ci. Le 10 octobre, il invite à la coupe et à la mise en séchage d'une parcelle de renommée du Japon. Avec New Wadatili, qui est un projet porté par moi, je parle de l'hypothèse que la culture visuelle contemporaine construit sa réalité sur les images. Lorsque les images représentent, médiatisent et créent des réalités, nous devons réfléchir de manière critique à nos archives,
à propos de la façon dont les récits ont été inventés et à qui et à quoi ils sont liés. New Weather TV s'intéresse à la production, diffusion et réception des images du bulletin météorologique et les fictions modernes qui l'incrustent dans nos réalités quotidiennes. Une fiction qui évoque notre environnement comme objet externe, calculable, et qui se rapproche à l'image des États-nations, bien que les migrants non humains, comme les aérosols, ne peuvent pas être arrêtés à la frontière. Comment redesigner cette vision moderne du monde qui peut naître quotidiennement dans nos corps via le bulletin météorologique? Actuellement, je travaille plus précisément sur le design de la fiction de la vie globale qui nous positionne à l'extérieur d'un monde auquel nous appartenons pourtant. Pour cela, je suis les traces de la production des images satellites qui sont de fait construites à partir d'une multitude d'images. Pour conclure, je souhaite préciser que Mathilde Pelé et Jean-Sébastien Foncé sont également présents aujourd'hui et peuvent répondre pour moi-même à d'éventuelles questions plus tard lors de la partie consacrée à l'échange avec le public. Merci. Merci Simone pour la présentation des trois expérimentations, trois projets à la Cité du Design. Donc, l'intervenant suivant est John Carlef, historien d'architecture à l'École nationale supérieure d'architecture de Saint-Étienne, et qui va nous parler de Anthropocène, traces et réponses à l'échelle locale. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, mon collègue Georges-Henri Lafont et moi, on travaille sur un projet de recherche très localisé, c'est la vallée de la Seine, en Haute-Loire, surtout à l'espace de Pont-Salomon, une série d'industries qui sont implantées dès le début du 19e siècle et ont laissé plusieurs périodes de scarification de sol de surface. Alors, on arrête d'activité, reforestation, après la déforestation, détournement de toute culture, si vous voulez. Et aujourd'hui, deuxième activité, construction de lotissements qui sert à des gens qui habitent bien proches des centres urbains. Alors, ces sites sont particulièrement intéressants car encore dans l'ensemble, c'est surtout les traces humaines de travail et la reprise de la nature se croisent. Alors, quelle nature? Ça, c'est une autre question. Alors, en parallèle, étant historien de l'architecture, je m'intéresse à des architectes qui ont assez rapidement s'intéressé à ces types de traces pour les utiliser en réinventant. Alors, dans ce but-là, j'ai cherché également localement et je me suis concentré sur Bourges. Bourges est une ville qui a toujours apparemment été un peu atypique et également sur les questions de l'Anthropocène. J'ai rencontré Christian Gimonet, j'ai découvert les activités de Gilles Clément et à la fin, je vais rapidement présenter un projet de Patrick Couchin qui n'est pas à Bourges, mais il était prof de l'école des Beaux-Arts dans cette ville et était initié à cette pratique par Christian Gimonet. Alors, Christian Gimonet est le premier à utiliser des sols pollués pour établir des bâtiments. Ici, en 68-69, le premier bâtiment en France qui n'arrive pas ici, sur un sol pollué, dépollué et réorganisé pour l'orienter vers le soleil, maison passive et matériaux qui absorbent, redonnent la chaleur, ensuite toute une structure en ossature bois à l'intérieur. Alors, quelqu'un qui est relativement peu connu, qui a été un des initiateurs de ce mouvement.
Et récemment encore, très âgé, il a construit des lotissements Ossature-Bois à des prix raisonnables pour un public qui n'a pas les moyens. Également à Bourges. Entre-temps, il était à Paris, il a rénové la Fondation Le Corbusier, il était en plein courant et il s'est retiré à Bourges pour construire localement avec les industries avec lesquelles il a créé des collaborations. Le deuxième, Gilles Clément, tout le monde le connaît, il a construit ou il a créé à Bourges sur invitation le jardin de l'Avenay en 1990 et c'était sa première réalisation de jardin en mouvement. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'était un terrain dans le sud de la ville, des carrières abandonnées, ça veut dire une activité humaine sur lesquelles il a retravaillé tout en utilisant la végétation qui s'est implantée sauvagement. Il a formé les jardiniers de la ville pour intervenir d'une manière contrôlée pour laisser une plus grande place à une biodiversité. Bon, on peut la critiquer parce que intervenir sur le Anthropocène étant un sélecteur, c'est des choses à discuter. Alors, il a créé des tracés, il a utilisé vraiment toute la végétation déjà sur place. Et c'est devenu un jardin qui aujourd'hui est bien agréablement fréquenté. Un deuxième projet nous est loin de Bourges, qui est beaucoup plus radical. L'Anthropocène, ici, la base sous-marine, à Saint-Nazaire, un ouvrage humain, on n'arrivait pas de le défaire, construit dans les années 40 par des Allemands, le faire disparaître était égal de racisme. Alors, on a laissé, et aujourd'hui, c'est une sorte de base pour différentes activités. La première, son jardin de tiers-paysage, qui également est une approche absolument intéressante. Il y a des parties où les plantes installées sont complètement artificialisées, avec des bacs, ils traversent des trous pour arriver vers la lumière. D'autres parties de ce jardin sont des espaces où la végétation reprend naturellement dans des conditions relativement stériles. Mais en tout cas, ils mettent en valeur finalement une artificialisation du site du parlant. Et à la fin, il est très intéressant de voir l'œuvre architecturale de Patrick Bouchin, un metteur en scène de formation, qui prend son poste à Bourges et ensuite il rencontre Christian Gimonet et d'un coup il s'intéresse à l'architecture en confrontation avec la nature et l'anthropocène. Il faut savoir que lui, comme d'autres, remarque que toute la surface naturelle, entre guillemets, de la France est déjà anthropocène. Il n'existe aucun mètre carré en France qui n'est pas encore influencé par l'homme. La transhumance a même transformé toute la nature dans les Hautes-Alpes ou dans les Pyrénées. En tout cas, finalement, on n'intervient que dans l'anthropocène. L'agriculture est anthropocène. Alors ici, ils mettent en scène une architecture qui intervient très peu et finalement, en jouant sur ce double aspect, je pense que Patrick Bouchin est un metteur en scène de l'anthropocène. Alors, je pense, je reste là-dessus pour l'instant. Il y a effectivement à interroger pour conclure qu'est-ce qu'il est anthropocène finalement. Toutes nos activités dominent depuis très longtemps, alors faut-il faire une différence entre anthropocène naturel ou les lourdes interventions de l'industrie de l'époque? Je ne pense pas. Nous sommes juste ici invités de réfléchir
à quel niveau il intervient dans une sorte de nature charmante, mais qui est déjà trop. Merci. 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 Donc, je vais inviter maintenant Georges Lafont, qui est aussi à l'École nationale supérieure d'architecture de Saint-Étienne, géographe, et qui va nous parler de l'obsession de l'ultracarbonisation de l'Anthropocène et une trace de son passage sur Terre. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vaste sujet, je ne peux pas épuiser, j'en ai pas la prétention, mais c'est de venir, en tout cas, essayer de parler non pas de l'Anthropocène, mais de ce qu'il a généré, on va dire, à un niveau très personnel, c'est-à-dire les intérêts individuels des chercheurs, ma manière d'enseigner ou les thématiques que je souhaitais enseigner, puis aussi ce que ça peut générer, on va dire, comme projet collectif, dont a parlé Jörg un peu, sur quelques territoires de fonctionnement. Mais tout ça, c'est parti finalement de ce mot un peu à la fois magique et valise d'Anthropocène, on va voir ici dans le débat pour le définir. Il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que c'est une belle opportunité pour venir renseigner les enjeux idéologiques, les enjeux ontologiques, économiques, sociaux, bref, de revenir un petit peu questionner notre évolution et où on veut aller au final, où on veut atterrir, comme disait l'autre, avec quand même une question très pratique, c'est qu'il faut bien atterrir quelque part, et que peut-être on ne va pas tous pouvoir atterrir correctement. Donc cette rencontre, finalement, à travers ces trois choses, moi ce qui m'intéresse, parce que c'est mon marotte individuelle, ce sont les imaginaires. Et les imaginaires au sens de ce qui se passe dans notre tête, ce qui est sédimenté, qui nous permet finalement d'appréhender ce qui nous environne, de donner un sens à ce que l'on fait. Et cet anthropocène, car tout ce qu'on fait rentrer dedans, on voit des écofictions très classiques, à la peur de l'apocalypse qui était dans les 80, à la peur du binarisme au moment de 2000, aux crises écologiques, enfin bref, tout ça à un moment ou à un autre s'est retrouvé sous ce joli chapeau d'anthropocène, mais c'est très riche et ça nous permet de venir finalement travailler qu'est-ce qui se passe dans nos têtes, quel est le rapport au vivant qu'on veut installer, quel horizon on voit, et la question finalement qu'on vit tous les jours de l'habitabilité, c'est-à-dire nous, on va pouvoir se poser. Alors moi je l'aborde à travers, j'en ai d'autres, mais j'en ai choisi trois ici, qui sont à la fois des embrayeurs, je pense, permettent d'aller un peu plus loin. Ils sont là aussi pour montrer que finalement, on baigne dedans, on baigne dans tout ça. Tout ça, c'est au même titre que les philosophes, que d'autres chercheurs, en tout cas des sciences un peu plus posées, tout ça aussi participe de notre savoir, de notre manière d'appréhender le monde. Et là, j'en ai isolé trois, qui sont un peu complémentaires et qui me permettent aussi bien en enseignement que, on va dire, dans des visées plus pratiques, bien d'essayer de venir renseigner ça et de trouver un certain nombre de choses. Et trois, pourquoi ces trois-là? Effectivement, les photos d'Alex McLean, parce que pour moi, elles sont entre deux. Elles sont à la fois bien des ruines, des témoignages de notre vie, et de l'autre côté, un chantier, c'est-à-dire que là, les matériaux sont là, on va peut-être pouvoir en faire quelque chose, voir qu'il y a eu dans l'architecture, mais pas exclusivement dans l'architecture, dans l'urbanisme et d'autres, des tentatives justement de faire des liens autres que ceux qui finalement qui caractérisent l'Anthropocène. Et puis bien entendu le cinéma, parce que finalement c'est le média, un des médias les plus pratiques, les plus universels, et bon, un film, Blade Runner de 2049, qui lui a l'avantage de proposer la suite, c'est-à-dire après l'Anthropocène. Alors les photos, Alex McLean, bon, vous connaissez certainement, en tout cas son ouvrage emblématique, qui s'appelle Over, architecte de formation, il s'est spécialisé dans la photographie aérienne et pour essayer de venir renseigner justement, on ne va pas dire les aberrations de notre monde, mais un peu comment on avait fabriqué, installé notre monde à nous, c'est-à-dire la Terre. Il a travaillé beaucoup aux États-Unis, mais aussi en France et en Italie, et il réalise toute une série de clichés que vous pouvez trouver sur Internet, qui sont pour moi, dans ce double statut de ruine et de chantier, mais en tout cas qui ont bien un caractère de trace. C'est-à-dire qu'ils arrivent bien
je pense, à nous rendre compte de ce qu'on a fait, de ce qu'on continue à faire, de comment on installe ce monde-là, comment finalement on occupe plus que l'on habite, si on veut citer Tim Boyle, à travers ces choses-là qui peuvent être préfabriquées, mais qui chacune, si on essaye de les décoder, on peut les décoder avec finalement une lecture différente. Là, ces photos, généralement, sont prises après la crise des subprimes. On voit comment le système économique qui permet d'installer ces choses-là, eh bien, quand il ne fonctionne plus, tout s'arrête. Et donc, tout s'arrête. Les routes qui vont nulle part, les lotissements qui n'aboutissent pas, bref, une logique de lieu qui a un peu disparu au profit d'une logique de gain. Gagner du temps, gagner de l'argent, donc on continue à trouver. Donc, première ressource, ces fameuses photos d'Alex McLean. La seconde qui permet, en tout cas, c'est un peu l'hypothèse que je fais, donc là pour le coup très architecturale, je ne vous laisserai pas une analyse, sinon je vais finir au pilori, mais qui est plutôt intéressant dans les travaux de Frank Lloyd Wright et certainement dans d'autres architectes, eh bien, c'est que ça permet de convoquer différentes choses. Il y a trois citations. Ça permet de mobiliser des disciplines, ça permet de mobiliser des manières de voir les choses. On se rend compte petit à petit que tout ça peut tourner finalement dans le même sens et traduire une manière de relier, le sens de dire, de retisser un certain nombre de liens avec tous les substrats, qu'ils soient matériels, qu'ils soient symboliques, qu'ils soient immatériels, finalement, jusqu'à à cette condamnation de l'Anthropocène où on dit on n'est plus sur cette planète, on est hors sol. On a transformé les choses. Et l'architecture de Frank Lloyd Wright, tout comme sa production urbanistique, eh bien, pour moi, cela d'intéressant, c'est qu'elle permet de montrer une autre manière de faire, mais une. C'est-à-dire pas quelque chose justement d'universel qui viendra remplacer un modèle, mais une manière de faire les choses autrement, dans un cadre très spécifique. Et c'est par exemple ce qu'Augustin Berg qualifie de mésologie, c'est-à-dire de science des milieux. C'est-à-dire on ne doit plus penser le monde comme étant un, plusieurs. Et qu'à chaque fois, on va donc produire des milieux différents. Et par moment, ça va très loin. Jusque-là, ça mène jusqu'à ce projet de ville qu'on n'a jamais réalisé, Brodack City, mais qui était assez intéressant parce qu'il arrivait finalement à faire rentrer à l'époque, dans les années 30, toute la population des États-Unis sur la superficie d'un seul État, celui du Texas. Et finalement, pour finir, troisième matériau, parce qu'il a, lui, celui-là, un statut assez intéressant, le film Blade Runner, 2049, donc la fausse suite du grand Blade Runner de 92. Parce qu'on a un film de musée qui rend compte finalement de ce qu'est ce monde-là. On a le monde d'après, en tout cas ça nous l'annonce tout de suite, il y a eu un blackout, et on est le après le blackout, et il pose plein de questions qui se posent, on va dire, à la période de l'Anthropocène, la question du patriarcat, la question du productivisme, la question du virtuel, puis cette grande question de dire dans ce monde d'après, au final, est-ce que c'est l'homme, en tant qu'espèce, qui serait le plus adapté à survivre à ce monde-là, à ce monde qu'on a fabriqué. Et donc, ces trois matériaux, plus d'autres, se rencontrent, ou essayent de se rencontrer à un moment, effectivement, sur le territoire de Pont-Salomon. Là, un grand écart entre Blade Runner et Pont-Salomon, mais c'est quand même ça, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, comment il est possible, avec, déjà, d'embrayer avec des nouveaux imaginaires, qui est un peu pour moi l'enjeu à relever, et comment, à un moment ou à un autre, sur ce territoire-là, quel statut on va donner à ces traces-là qu'on va voir? Est-ce que ça va être des ressources? Est-ce qu'on va les prendre comme des agréments, comme des risques, ou comme des contraintes? Donc on ne fait rien, tout seul on va voir, après ça des crises, ou des affordances. C'est ça qui est intéressant parce que, à mon avis, c'est pas tant réinventer le rapport au monde, c'est réinventer tout un ensemble de relations, autant à l'espace, à soi-même et à la société qui vont nous permettre de réinstaller des mondes par un. Merci. Merci Georges-Henri pour ce voyage jusqu'à 2049. Et donc, la dernière de nos enquêtrices, c'est Daniel Yo, professeur en esthétique et sciences de l'art au CIREC à l'Université Jean Monnet, et qui va justement terminer sur les artistes enquêteurs. Je te laisse la parole. Bonjour. Donc, je vais me pencher sur la manière dont un certain nombre d'artistes contemporains
peuvent envisager les questions liées à l'Anthropocène à partir précisément de traces. Alors, on observe dans le champ de l'art contemporain aujourd'hui un développement de pratiques qui se démarquent nettement du formalisme et de l'autotélisme qui ont prévalu à la période du modernisme, pour se tourner aujourd'hui vers des questions qui sont des questions sociétales, voire politiques. C'est ce que, judicieusement, Anne Foster, dans les années 90, décrivait par le biais de l'expression « un retour au réel » ou encore par la formule de penchant ethnographique de l'art contemporain. Donc, les démarches de création inscrites dans cette tendance prennent souvent la forme d'enquête, se rapprochant ainsi de démarches qui se développent dans le champ des sciences humaines et sociales, sans pour autant se conformer complètement. Donc, ces enquêtes peuvent mobiliser la consultation d'archives, les ressources de l'immersion, parfois un travail de terrain établi dans la durée, la consultation de différentes personnes, la prise de vue, un enregistrement vidéographique ou encore sonore. Elle s'accompagne donc manifestement du prélèvement de traces, d'indices, de la collecte d'objets, du recueil de témoignages, du ramassage de pièces à conviction. Elle s'apparente, je le disais, aux travaux de certains chercheurs, mais aussi aux démarches des détectives, et Luc Boltanski assez récemment dans un ouvrage intitulé Énigmes et complots, une enquête sur les enquêtes, montrait que le roman policier s'est développé au XIXe siècle, au moment même où les sciences humaines et sociales commençaient à se formaliser davantage. Il montre que cette concordance, cette confluence correspond à une forme d'inquiétude ressentie face au réel. Cette inquiétude, aujourd'hui, qui va pousser les artistes vers des démarches qui sont de l'ordre de l'enquête, et effectivement correspond à un état du monde qui engage le terme d'anthropocène. Alors, c'est vrai que le sens de ce mot prête à de nombreux débats. Davantage que d'y voir la désignation d'une période où l'homme, conçu dans son extrême généralité, serait devenu l'équivalent d'une force géologique, je préfère y voir la désignation d'une période où mode de production, forme d'extraction de richesses naturelles et les systèmes économiques les accompagnant sont devenus véritablement insoutenables. Alors, afin d'exemplifier ces démarches d'enquête, je me contenterai à deux exemples rapidement suggérés. Le premier, c'est le travail de John Davis, un photographe très reconnu, à Clermont-Ferrand, pour un travail qu'il intitule River. Donc, c'est un travail où il part sur les traces de la Tirtaine, qui est un petit cours d'eau, mais qui a qui a motivé la naissance de la ville et permis son développement, et qui est aujourd'hui pour partie enfoui sous le macadam. Cet emplissement s'est en fait au cours du XIXe siècle, un peu comme le courant à Saint-Étienne. Alors, Davis suit le cours d'eau de la rivière, comme vous voyez sur le plan qui se situe en ouverture de son livre, et puis il va photographier, il marche le long de cette cours d'eau, et il photographie la ville en noir et blanc lorsque la Tirtaine en est absente, est absente des prises de vue, et pardon, je vais trop vite, en couleur, lorsque l'eau est visible. Donc il s'agit d'essayer de retrouver ce cours d'eau qui est maintenant pour grande partie sous terre, et qui est finalement ignoré des habitants de la ville aujourd'hui, c'est une réalité quasiment refoulée de leur quotidien. Donc il s'agit de retrouver cette force, cette présence souterraine, et de détecter des indices à la surface du territoire, sachant que des traces, des indices de la présence de l'eau sont détectables. Ici, le fait qu'un moulin à eau soit
peint sur la surface, sur la façade d'un immeuble, ou encore ici, on a des hôtels à Roya, qui est une ville thermale. Alors, deuxième indice, je suis obligée d'aller vite, il s'agit du projet curatorial Calamita, qui se présente comme une enquête collective pratiquée dans la vallée du Bajon, dans le Frioul, en Italie. Alors, dans cette vallée, en 63, a été construit un barrage qui était alors le plus haut d'Europe, tout près d'un mont qui s'appelle le mont Toc. Et à ce moment-là, les techniques de construction des barrages sont relativement au point, mais ce qui est moins finalement au point, ce sont les connaissances géologiques qui permettraient d'en assurer l'implantation. Et donc, malgré des alertes qui sont répétées, puisqu'il y a des failles qui apparaissent dans la montagne, le barrage est donc construit. Et la mise en eau entraîne un énorme glissement de terrain, un volume de terre énorme tombe dans la retenue d'eau, et il y a une vague énorme qui va déferler dans la vallée qui est en aval, et ça entraîne la disparition de plusieurs villes et pas loin de 2000 morts. Hein. Donc c'est une catastrophe qui est emblématique de l'orgueil de ceux qui se croient détenteurs de techniques infaillibles et qui sont engagés dans des contraintes économiques. Et donc 50 ans plus tard, un ensemble d'artistes qui entrent dans un même projet, partent en fait pour réaliser une enquête sur les traces de cette catastrophe. Les moyens employés d'un artiste à l'autre diffèrent. Certains réalisent des prises de vue. Vous avez ici l'image de Céline Canet où on voit vraiment la trace qui reste aujourd'hui de cet énorme glissement de terrain. Mais d'autres consultent des archives, archives concernant la catastrophe, mais aussi archives concernant la manière dont les personnes ont été relogées de manière précaire pendant de longues années, souvent. D'autres artistes réalisent, des designers, des pièces en volume qui modélisent l'ampleur de la catastrophe, volume de l'eau qui a submergé la vallée, volume de terre qui est tombé de la montagne, nombre de vies qui ont été sacrifiées, etc. Et puis, il y a un travail, donc je le disais tout à l'heure, ça c'est une personne qui a collecté des archives, et ici un photographe, François Deladerrière, qui réalise des images de la montagne où l'on voit des traces de la catastrophe. Donc l'ensemble des différentes enquêtes, mais tout cela entre en dialogue et participe d'une enquête collective où plusieurs points de vue se croisent. L'ensemble a été placé sur un site que vous pouvez d'ailleurs consulter, site est inachevé, l'enquête n'est pas terminée. Et puis un livre pareil qui s'appelle The Walking Mountain. Le titre est emblématique puisque la montagne qui marche, eh bien c'était le surnom qui était donné en Montauk. Elle marchait cette montagne parce qu'elle est toujours susceptible d'éboulement et de glissement et donc profondément instable. Et cela, les habitants de la vallée le savaient depuis plusieurs générations. Alors pour conclure rapidement, on voit que ces démarches de création prennent véritablement la forme d'enquête. Elles sont fondées sur la collection de traces, d'indices, et ces enquêtes, ces investigations se présentent comme des tentatives de compréhension de ce qui s'est passé, comme des façons de mettre en évidence des conduites qui sont mises en place dans le dessin d'un profil, ou en tout cas dans l'ambition d'une forme de maîtrise des éléments naturels, enfin naturels, et qui sont conçus comme de simples environnements, comme on dit. Certains processus, ces processus donc, de création relèvent d'une volonté de compréhension, de réexamen de cette façon dont l'aménagement a été pensé sous la forme du progrès. Et il s'agit de réausculter à partir du présent ces opérations passées, de les réinscrire aussi dans une histoire et dans une réflexion collective. Voilà, je vous remercie. Merci.
Merci, merci beaucoup. Merci aux 6 intervenants d'avoir bien respecté le temps, ce qui a permis, je pense, en 10 minutes, quand même d'avoir un panorama assez varié, enfin, assez complet des interventions, de voir aussi quelles sont celles qui se répondent et dans les échelles ou dans les questionnements. Mais ça nous permet d'avoir un peu de temps, une vingtaine de minutes, pour répondre à des questions, engager un débat. Voilà, j'ai invité les participants à le faire à distance, mais dans la salle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir, poser une question, présenter un exemple, ou bien non? Oui, allez-y. Dites votre nom, présentez-vous rapidement avant de poser la question. Bonjour, Valérie Gagne. J'aurais une question sur les résultats. Alors, je sais pas, ils sont dans la salle, vous pouvez... Un message de façon en fait de une forme principalement se déplace avec des terres. C'est-à-dire que ce moyen de déplacement et de prolifération, c'est de l'air, des pareuses, finalement des formes publiques principalement. Et ce qu'elle nous raconte, en fait, révélation intéressante, c'est d'une part finalement historique d'aller plus loin du métabolisme du sol et de part et ce témoignage c'est fait justement où c'est intéressant de poser avec cette finalement on arrive à explorer sur les imaginaires quel est le dans le génie civil. Justement, en fait, on va faire justement les plongeurs qui se retrouvent faire une mention finalement en fait. Ça devrait vivre et sur le terrain, aussi prendre les terrains. Voilà. Donc on trouve que dans ce combat-là, justement, les moyens pour lire un imaginaire pratique, on va utiliser des modèles, et finalement, cette section a été de ne pas faire référence dans cet élément-là. Je peux dire, Merci. Je suis
tant que projet ou soustraire, évoqué Simone tout à l'heure, de façon assez précise. Donc, moi, je travaille sur la notion de soustraction en tant que designer. Et très concrètement, donc à partir du 19 octobre, je m'installe dans un appartement de la rue à Saint-Étienne qui est constitué, qui est aménagé avec 112 objets. Donc, il y en a 109 que j'utilise 3 catégories de bouches. Et sur ces 112 objets, je vais devoir en 8 semaines enlever 2 tiers de matière. Et donc, à travers, et voir comment moi je m'adapte. C'est-à-dire que je ne quitte pas cet appartement, c'est pas une vitrine expérimentale, c'est vraiment. Et donc, à travers cette dissection en fait, de ces 112 objets, je cherche à mettre à nu finalement la matière, les formes, qui elles se connectent aux objets, les usages qui ensuite se connectent au mode de art. Donc, à travers ces différentes strates sur lesquelles donc, qui sont vraiment à travers les formes et la façon de vivre dans un environnement domestique. Je connecte nos modes aux ressources qui sont utilisées pour replacer l'idée. Et chaque sujet de pouvoir aussi à travers cette expérience. Et il y a plus de précision sur un site qui s'appelle soustraire.fr, donc si il y en a qui veulent plus de précision, je les invite à vous rendre ce site-là. Et si elles souhaitent visiter l'expérience sur le site public, vous pouvez là sur le site internet dédié. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question tout au fond? Alors, peut-être, pour éviter des échos. Bonjour, je suis Adrien Torres, une question, c'est un élément de réflexion. J'apprécie beaucoup la philosophie des pauvres, et beaucoup la notion de princesse qui est écrite, ainsi comme certains référents en fonction de celui d'architecture, urbanisme, du paysage, et référents et de Manfort, de Guedes, de Maître, de Récouchin, disent que les noms sont très utiles. Alors, pour de la réflexion de traces, je me demande, qui est vraiment professionnel, en quelle mesure on peut devenir la trace un outil opératif et pour penser à un monde possible à vivre. Et en quelle mesure cette notion de trace a une relation à la notion de réparation. Et si cette notion de trace reliée à la notion de réparation, comment disons, s'enfuir, passer à côté du point de vue romantique pour comprendre cette notion de trace, un outil rétroprospectif, et alors, si cette notion de trace devrait pouvoir, avec la notion de réparation, de réinvention, Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Oui, c'est bien. Vas-y, Michel. Alors, ouvre le micro. Je pense que dans le cas de Gorges de Loire, nous avons justement la possibilité d'une réparation. Nous avons beaucoup parlé des traces matérielles. Mais très rapidement, j'ai évoqué ce que j'appelle les traces mémorielles, c'est-à-dire qu'il y a eu des traumatismes auprès des populations, dans les populations, qui se sont vues envoyés sur d'autres territoires, qui ont vu leur cimetière déménager, de Vengeance, mais c'est le cas par exemple d'Argentine, et où la restitution que nous proposons avec cette géovisualisation 3D est un moyen d'une réparation, d'obtenir une réparation. La reconstitution peut se faire dans moins de détails, elle peut même se faire avec une restitution des sons, etc. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de considérer que la trace a disparu. Je veux dire par là que personne ne pense à un moment donné que l'on puisse vider le barrage de Grandjean, ou alors il faut tous se remettre à la bougie. Mais
c'est un moyen ici de contourner la possibilité réalisable de la vidange générale du barrage, et donc d'obtenir une réparation auprès des populations. Très surprenant de voir que lorsque nous avons travaillé sur ce sujet, eh bien, les associations sont venues, ont apporté leurs matériaux, et les populations sont intéressées par cette restitution, puisque il va y avoir une petite vidéo de 3 minutes qui va être installée probablement sur le site, et il me semble que là, nous avons un élément de cette réparation que vous évoquez. Une autre intervention? Non? Daniel, oui? Il me semble que par rapport à un certain nombre d'interventions, le fait de découvrir à la notion de trace correspond également à la possibilité de faire l'histoire et de faire émerger passer dans un même justement. Et cette mise en perspective d'événements passés est aussi une ouverture, une possibilité pour l'avenir. On est dans un moment où l'utopie est difficile à penser, et je crois que c'est aussi la possibilité de se donner les moyens de penser un futur. Il y aura toujours évident. Simone Schellinger. Merci beaucoup pour cette c'est intéressant de voir les traces en tant qu'outil opératif. En fait, moi je pense que quelque chose qui est intéressant avec cette notion des traces, c'est justement apprendre des choses sur nous et apprendre de nos idéologies. Et je pense que quelque chose qui m'intéresse le plus, quand je lis dans les traces, je lis les idéologies dans une culture occidentale. Et je pense qu'il faut, dans ces traces, il faut aller plus loin pour justement voir des choses qui sont complètement normalisées et qu'on ne questionne plus. Et je pense que si on parle d'anthropocène, c'est cette enquête-là qui est très, très nécessaire de vraiment creuser en profondeur pour dénormaliser les traces auxquelles on vit depuis l'ancienne siècle. Oui, une question publique. Bonjour, donc Jonathan Tichnik, je suis doctorant à l'UJM en artistique. Et donc, moi j'avais une question sur les traces. Est-ce qu'elle serait en fait seulement une question de visuel ou principalement une question de visuel, notamment pour l'architecture, par exemple, de Franco-Duval? Est-ce que simplement en fait il y aurait des matériaux qui seraient respectueux ou alors simplement elle s'intègre mieux au paysage? Assurément, il n'y a pas de bon. Jean-Henri Lafont. Ça rejoint peut-être aussi ce que tu soulignais, c'est-à-dire difficile de dire est-ce qu'il y a des matériaux particuliers qui seraient plus écologiques, Fonds lui, défendait l'idée de, finalement, il construit, ou il accompagne, ou il poursuit par la forme architecturale ce qui est déjà là dans l'environnement. C'est-à-dire qu'il essayait non pas de reproduire, mais de poursuivre que le cadre, l'endroit, le lieu où il était situé, eh bien, proposait comme forme, comme mise en tension, et donc utilisait ce qu'il avait, entre guillemets, sous la main, même si, bien entendu, il agrémentait ça ou utilisait d'autres matériaux qui n'étaient pas sur le site. Mais lui, comme d'autres, pour moi, ce
qu'ils mettent en avant, c'est le fait de dire que cette architecture en général, mais l'urbanisme est exactement dans la même chose, et tout ça c'est le productivisme, c'est-à-dire qu'on est arrivé finalement à des solutions et à des propositions qui ont presque qui sont toutes les mêmes, qui sont industrialisées au sens du terme, au premier sens du terme, c'est-à-dire on extrait, on déplace, on sort son contexte et on l'utilise. On voit un bouquin d'Anaxime sur les champignons, qui est assez intéressant, le champignon de la fin du monde, je crois que c'est un petit doute, qui explique comment, à un moment ou à un autre, on a tout mis à la même échelle. D'ailleurs, on peut proposer quasiment tout, n'importe où, l'installer tout et n'importe où et n'importe quand, du moment que c'est une valeur. Et je ne vais pas dire plus l'architecture ou l'urbanisme, ce n'est pas la question, mais finalement, ce qui est intéressant à travers cette architecture ou à travers d'autres exemples, c'est de dire, c'est de faire avec le déjà là, c'est faire avec ce qui existe et en fonction de l'endroit où on est. Donc, ne pas produire quelque chose d'unique. Après, est-ce qu'il y a des matériaux qui s'y prêtent plus ou qui s'y prêtent moins? Tout dépend finalement de l'endroit où on est et de l'endroit où on installe ces formes-là. Ça n'empêche pas de transvaser ou d'aller chercher. Mais la première chose, c'est déjà de dire, bah oui, effectivement, à tel endroit, il y a des matériaux, il y a des manières de faire qui s'y prêtent. Et ces traces, elles nous renseignent sur ces deux choses-là. C'est-à-dire, d'un côté, elles nous permettent de voir finalement qu'est-ce qui a été installé, et de voir les erreurs, donc de remonter sur le processus, et puis de voir le produit et de se poser la question, bien, ce produit, est-ce qu'il est dans le bon, entre guillemets, milieu? Merci. Une autre question ou réaction? Oui, Christelle?
Daniel. Mais... Je voudrais vraiment aller dans le même sens que ce que vient de dire. Bon, peut-être une dernière question, une dernière intervention, parce qu'on s'était donné 1h30, on est dans les temps, comme on a commencé un peu en retard. Non, c'était pour les personnes à distance, c'est compliqué le micro-baladeur. Voilà, donc a priori, il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y en a une autre dans la salle ou un intervenant qui veut ajouter quelque chose? Ou une intervenante? Non? On conclut là? Écoute, si, là, une question tout au fond. Bonjour, je suis Marie Bouchot, doctorante en littérature comparée. On m'a cité au début de table ronde sur le site et je travaille effectivement sur le thème de l'empreinte temporelle. Et toutes vos interventions étaient fort intéressantes. Mais oui, c'est un thème de réflexion qui me vient et qui peut peut-être compléter les discussions. Et c'est aussi une curiosité que j'ai, puisque quand on pense à l'empreinte, aux traces, on est dans un travail rétrospectif. On s'intéresse aux traces humaines, on essaie d'y penser, de les décoder, d'y voir leur signification par rapport à notre histoire humaine. Mais
je me demandais du coup si vous connaissiez des travaux d'artistes qui forçaient au contraire la disparition de l'empreinte, parce que finalement tout ce travail rétrospectif est motivé par une angoisse de cette perte des empreintes humaines, de la disparition de l'espèce. Et voilà, c'est une ouverture parce que mon texte évoque aussi en travail, en jeu. Alors, une réponse, je ne sais pas. Les images qui circulent actuellement, nombreuses sont les de la catastrophe. Là, je ne réponds pas exactement à votre question. D'un monde d'après, où un certain nombre de choses ont disparu, où l'homme a disparu. Nombreuses sont les représentations de photographies après la catastrophe, qui sont dites d'êtres humains et qui évoquent cette perspective d'un monde sans l'homme. Alors, est-ce que ces images-là sont à proprement parler des images qui invitent à réfléchir sur l'anthropocène, ou au contraire des images qui invitent à une forme de fidèle et qui bloquent la réflexion, qui bloquent aussi la possibilité d'une évolution positive? Est-ce que ces images ne sont pas parfois instrumentalisées? Une réflexion qu'on peut avoir. La question en fait, m'a fait penser à une œuvre qui a été publiée lors de la Biennale en 2019, qui était une œuvre réalisée par François Descartes. En fait, je ne me souviens plus du nom de cette œuvre, mais en fait, en gros, elle s'est intéressée à des plantes disparues qui n'existaient plus, Moi, j'ai même oublié à quel moment ils sont disparus, mais oui, 18e, 19e. Par contre, elle a aussi, à partir des échantillons, elle a recréé le parfum de ces plantes disparues. C'est intéressant parce qu'elle travaille sur quelque chose qui n'existe plus, mais en même temps, à partir des traces, elle reconstruit, qui pose aussi, en fait, je me souviens que cette œuvre était dans une manière anthropocène, mais en fait, c'est intéressant de discuter de ça parce que justement, il y a dans cette approche-là, cette approche art et science, c'est-à-dire qu'elle a travaillé avec une agence bio reconnue à Londres sur ce parfum de synthèse, qui place quand même, encore une fois, l'homme en tant que maître d'une nature qui n'existe plus. Oui. John. Éliminer pour faire autre chose. C'est-à-dire, par exemple, on a des industries assez industrielles. Certains disparaissent jusqu'aux dernières pierres, il n'y a plus de traces matérielles. Ça existe en grand nombre. Il faut savoir
visuel sur la disparition totale. Allez, une question dans la salle. C'est aussi pour essayer de faire une réponse à un truc que j'ai et en travaillant sur le tracé métallurgique, au départ, l'objectif était de faire d'invisibiliser cette énorme phrase de plusieurs centaines de milliers de métaux avec un couvert végétal. Et j'étais tombé sur des travaux d'artistes qui cherchaient au contraire à produire un travail pour éviter d'oublier la trace et des types de déchets nucléaires. Et donc là, il se posait la question de comment est-ce que, si la mémoire disparaît, justement, l'homme futur ou descendant de l'homme, comment avoir une sur une portée sur la temps, on pourrait indiquer le danger en l'occurrence, des œuvres assez agressives. J'ai tout le nom d'artistes, mais je me souviens que Swarms, des galeries de territudes volumétriques agressifs avec des angles à la surface et indiquer le site. Oui, d'autres quelqu'un veut intervenir? Bon, on va peut-être clore la séance. Merci, merci à tous d'être venus. En fait, pour rebondir sur ce que disait Christelle, c'est aussi la première manifestation du projet art, hein, avec le côté expérimental dans ce cadre-là. Moi, je pense que les interventions et les questions qui ont été posées après montrent qu'il y a quelque chose à continuer à travailler, mais qu'il y a c'est riche de collaboration. Et donc, je donne rendez-vous à tous ceux qui sont intéressés pour continuer sur le projet et continuer les débats et les interventions qui, je trouvais, se répondaient les unes aux autres, mais elles se répondaient un peu décalées. Il faudrait creuser le décalage et voir ce qui peut produire de neuf. En tout cas, merci à tous. Merci à ceux qui étaient à distance et qui ont un peu perdu dans le débat. Et en tout cas, on essaiera de faire mieux la prochaine fois et j'espère que vous avez été intéressés par ce dispositif. Voilà. Au revoir à tous.
6.